nous, gens d'ici, gens de cœur, pays unique du nord de l'Amérique, grand peuple uni sous le fleur de l'Élysée, nation qui fleurit et aspire au bonheur. Sous l'arc-en-ciel de l'amour, nous chantons liberté. Au fil des jours, nous gardons en mémoire notre histoire. Nous allons à la rencontre de nos ressemblances. Accueillons nos différences, respectons nos croyances. Notre fierté, notre victoire, c'est de parler français et de vivre ensemble en paix. L'enseignement de l'histoire est un enjeu pour toutes les sociétés. Au Québec, on n'y échappe pas et depuis fort longtemps, on se pose des questions à savoir quelle est la formule idéale pour transmettre à la fois les héritages du passé, mais aussi quelques notions essentielles à la vie et à la formation de futurs citoyens. Dans les années récentes, de nombreux débats ont agité la société québécoise autour des programmes, mais aussi autour de la place, littéralement, de l'enseignement de l'histoire dans le cursus des étudiants. Et tout récemment, encore, on a refondé, en fait, cet enseignement à l'école secondaire. Peut-être que certains d'entre vous en avaient été conscients par le biais de leurs propres enfants qui sont revenus avec des enseignements de cette école. Avec nous aujourd'hui, Gilles Laporte, historien, professeur au Cégep du Vieux-Montréal et à l'Université du Québec à Montréal, qui va nous entretenir de la récente réforme de l'enseignement de l'histoire au Québec, mais aussi de tous les enjeux que cette réforme implique. Gilles, il y a eu une refonte très récente d'un programme qui était malencontreusement axé sur une répétition et on a tenté de faire un peu de ménage là-dedans, notamment sous la pression de nombreux citoyens dont tu fais partie, pour essayer de donner un enseignement plus complet et certainement plus organique. Quel est d'abord l'objet de cette réforme-là et puis peut-être les affects ou je devrais dire plutôt les volonté qu'on y place. Bon, vous avez bien introduit le sujet. Le débat à propos de l'enseignement de l'histoire, il traverse toutes les sociétés. Il bat son plein aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne. Partout, on se pose les mêmes deux questions. La première, et qui ne sont pas nécessairement liées. La première, c'est bien sûr, qu'est-ce qu'on doit enseigner? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit enseigner une histoire comme on le faisait auparavant, très chronologique, axé, dirions-nous, sur les caractères élogieux, grandiloquents, les grandes œuvres, les grands hommes? Et l'autre question qu'on se pose, c'est comment doit-on enseigner? Est-ce que l'on doit faire en sorte que le jeune sorte de là, qu'une formation, il a une bonne mémoire, il a appris par cœur, il a pris des notes, etc. Ou on doit, au contraire, axer ça sur la compréhension, l'approche par problème et tout le reste? Ces deux questions-là ont eu tendance à se brouiller l'une l'autre, de sorte que le débat a été souvent mal interprété comme étant un débat où il fallait, par exemple, mettre de l'avant telle vision d'histoire ou telle autre. En fait, le fond du problème était au niveau de la méthodologie de l'enseignement de l'histoire. En gros, le contenu des cours a très peu changé depuis 40 ans au Québec. On continue à enseigner l'histoire du Québec d'une manière structurante autour de grandes périodes, période autochtone, régime français, régime britannique, période industrielle. Il y a eu des tentatives pour reformater cette chronologie-là, mais tout compte fait, la force d'inertie du milieu a fait en sorte que c'est demeuré à peu près intact.
La tentative qui était menée cependant au début du 21e siècle afin d'amener l'approche par compétence dans les cours d'histoire a mené à toutes sortes d'essais de cafouillage. Ça consistait non plus à inculquer des notions, mais à mettre l'élève devant des documents, des textes et de lui demander, par une approche socio-constructiviste, de concevoir lui-même son savoir historique. Attention, si je comprends bien, on essayait en quelque sorte de faire des étudiants, des élèves des écoles, de vrais universitaires, c'est-à-dire qu'on leur demandait de faire un travail d'historien. Est-ce que c'est pas ça? En sorte, on mettait pas un peu la charrue devant les bœufs? Et le plus ironique là-dedans, c'est qu'on a présenté ça comme un moyen de lutter contre le décrochage scolaire. Imaginez. Alors, on prétendait que les jeunes étaient là d'entendre un prof raconter l'histoire, mais qu'ils voulaient s'y mettre eux-mêmes. Alors, on leur a lancé le défi. Devenez vous-même un historien ou une historienne en interprétant, alors que vous n'avez que très peu de notions de base, là, que vous avez vous-même très peu de connaissances de l'histoire. On vous demande de lire des documents, de les interpréter. On vous demande votre opinion sur le commerce des fourrures ou votre point de vue par rapport à la conquête. Somme toute des tâches assez difficiles, même pour l'historien formé, parce qu'il faut un certain bagage, une certaine culture. Or, vous dites que là, on a réformé, on a changé en recadrant la chronologie. Ce qui est arrivé, c'est que immédiatement, cette manière de faire l'histoire n'a pas plu à la fois aux élèves, aux parents, mais bien sûr aussi aux profs. Si bien qu'il s'est mis en place une belle unanimité contre la réforme de 2003. Donc, c'est assez récent. Alors, si bien que moi, j'ai rencontré plusieurs représentants du gouvernement, tant péquistes que libéral. D'ailleurs, ça faisait l'unanimité, le mécontentement. Alors, effectivement, on pointait en particulier le fait qu'il y avait beaucoup de redondance, que l'élève sortait de là avec un bagage très modeste, mais surtout très déçu de son cours d'histoire. Alors, tout compte fait, c'était en somme le bon sens. Le bon sens a consisté en gros en ceci. D'abord et avant tout, on avait maintenant un cours d'histoire en secondaire 3 et en secondaire 4 devait s'étaler sur des plages chronologiques. Le jeune qui, en secondaire 3, désormais, allait pouvoir suivre à fond l'histoire des Autochtones, puis se rendre, parcourir le régime français jusqu'à l'acte d'union de 1840. Ensuite, au retour au secondaire 4, il voyait la période suivante, la Confédération, le 20e siècle. En somme, la voie du bon sens. Donc, une approche chronologique qui était respectueuse aussi à la fois des apprentissages des étudiants, mais aussi de la capacité des enseignants à transmettre ça de manière à la fois logique, structurée. Unanimement. C'était la grande demande que l'on puisse enfin, plutôt que de voir ça sous l'angle thématique et faire des retour dans le passé. Enfin, on peut critiquer l'approche chronologique. Il y a d'autres manières d'aborder l'histoire que le temps qui avance simplement. Mais ça demeure une méthode qui a fait ses preuves, qui est pédagogiquement pertinente et qui permet bien de ventiler sur 2 ans l'aventure de l'histoire du Québec. Or, si on a revu cette manière de faire, est-ce qu'on a pour autant questionné la place, l'espace occupé par l'enseignement de l'histoire de manière générale dans notre système scolaire? C'est bien sûr que là, ça concerne d'autres disciplines qui sont tout aussi importantes, on ne le nie pas. Mais il y avait un autre enjeu, si vous me permettez, c'était la fameuse question de l'approche par compétence. Que devenait-elle? Elle est toujours intacte, on en parle encore, il y a des grandes compétences transversales qui traversent le programme d'histoire, mais l'administration du Québec a fait en sorte que désormais, on assiste à un renforcement de l'enseignement des connaissances. Alors, désormais, le cursus doit être beaucoup plus relevé, tonifié. Il n'est plus question simplement de parcourir des documents, mais on regarde le nouveau programme, il est plus riche. L'élève devrait sortir en principe avec un bagage rehaussé au niveau de ses connaissances en histoire. Et ça nous pose une question en filigrane. Est-ce que les profs, eux-mêmes formés en ancienne école, sont prêts à livrer ce contenu-là? Parce que qui dit plus de connaissances, dit donc aussi qu'il y a des maîtres, des professeurs qui ont aussi ce bagage-là et bien plus encore pour être en mesure de jongler, de jouer avec l'ensemble de ces connaissances, de ces concepts. Eh oui. Or, la profession d'enseignant au secondaire, au primaire, traverse présentement une crise. On ne passe pas une semaine sans voir qu'il y a une pénurie d'enseignants, qu'il y a un décrochage. Comme les profs, par exemple, ce qu'on entend, c'est qu'ils ne passent
passe même pas un test de français écrit. Tout compte fait, il semble y avoir une désaffection envers cette profession-là, qui est pourtant cruciale pour l'avenir de la société québécoise. Mais revenons à votre question auparavant. Vous posiez comment le cours d'histoire se situe par rapport aux autres. En fait, les autres disciplines traversent toutes le même genre de questionnement que l'histoire. Mais pour histoire, ça a pris davantage de place dans le débat public à cause, bien sûr, de la dimension politiquement chargée que ça peut revêtir. Parce que l'enseignement de l'histoire revêt une dimension hautement, je dirais, symbolique pour l'ensemble de la population. Cette question de transmission, d'héritage, surtout dans la question, évidemment, l'ensemble des questions qui se posent pour une société comme le Québec, dans son ensemble nord-américain, avec son histoire mouvementée, et qui se questionne et qui, justement, nécessite des réponses aussi pour être capable d'appréhender le futur. Mais ça, toutes les sociétés vivent aussi ce besoin à des degrés divers. Les réponses ne sont pas toujours trouvées pour mieux illustrer le propos. Là, on parle, par exemple, de notre rapport à la colonisation. Par exemple, comment doit-on parler des Autochtones, du rapport des Blancs avec les Autochtones? Comment doit-on parler de la condition féminine à travers l'histoire? Les femmes essentiellement opprimées, la question se pose, et selon quels critères? Les nôtres ou ceux de l'époque? C'est un gros travail. Et surtout quand on s'adresse à de jeunes écoliers, leur lancer que les femmes étaient exploitées, sans le contexte historique, tout ça mérite d'être mieux placé. Il y a un débat. Et bien sûr que notre connaissance de l'histoire change, elle s'améliore, et notre rapport au passé doit changer. C'est très sain et normal. Il faut que, cependant, que ça se fasse dans l'ordre et que les cours d'histoire, et c'est essentiel, ne se transforment pas en une forme de procès du passé. Ouais. Parce que à ce lot-là, toutes les sociétés vont finir par nourrir un rapport toxique avec leurs propres origines. Mais justement, vous l'avez dit, l'histoire, en tout cas dans son enseignement, semble avoir été victime d'un certain, je dirais, mouvement de balancier idéologique, en quelque sorte, parce qu'il y a des gens qui ont pensé qu'il fallait se concentrer plutôt sur le contenu que sur le contenant. On y revient. Est-ce que, justement, on ne doit pas avoir une grande réflexion, pas juste sur le contenu des programmes, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, sur la formation des maîtres. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas là un travail de base d'avoir des gens d'abord et avant tout qui doivent maîtriser cette discipline-là? Ça vaut certainement pour l'ensemble des autres disciplines enseignées dans nos écoles, mais qui doit être qui est là peut-être la prochaine grande question à se poser. Parfaitement. J'ai fait paraître avec Myriane Darcy et Laurent Lamontagne à une commande de la Fondation le groupe pour la promotion du patrimoine et de l'histoire, une vaste enquête qui porte sur la formation des enseignants en histoire, mais qui est tout à fait applicable pour d'autres disciplines. Le titre est éloquent. Les professeurs sont-ils prêts au virage des connaissances? Et c'est un prétexte de départ, c'est une amorce, mais on s'est aperçu qu'il y a une grande détresse des enseignants. Les enseignants, bien sûr, font face à des réalités qu'on connaît. Le sous-financement, des étudiants en problème d'apprentissage, des classes surchargées, des conditions de travail difficiles, mais ils se heurtent aussi, puis ils le reconnaissent eux-mêmes, à un autre type de blocage, c'est que leur formation est devenue tellement éclatée. Pensez, un enseignant du secondaire, désormais, doit être capable d'enseigner, bien sûr, l'histoire, mais aussi la géographie, l'économie. Il doit aussi, le même prof, être envoyé dans un cours d'éthique et culture religieuse. Et depuis un an, on vient de l'apprendre, il doit donner des cours de finances personnelles. Alors, lorsqu'on doit préparer cet enseignant-là à aller au secondaire, on lui a donné des cours dans tout ça. Et on doit également lui donner des cours de didactique pour apprendre à devenir enseignant. Tout compte fait, sa formation, on l'a vu en histoire, elle est, ridiculement modeste. J'ai évalué, parce que j'ai moi-même enseigné à ces futurs enseignants du secondaire, que pour un professeur qui va enseigner l'histoire du Québec et du Canada toute sa vie au niveau secondaire, il n'aura suivi en tout et partout que 2 cours à l'université. C'est donc un cours sur l'histoire du Canada avant la Confédération et un cours sur le Canada depuis la Confédération. Et moi, j'enseignais pour 45 heures, c'est pas beaucoup, c'est 3 heures par semaine. J'avais ces étudiants-là devant moi, un auditorium de 150, et je les voyais, et à la fin de la session, je leur disais, voici le bagage que vous aurez au moment vous-même d'aller vous coltailler devant une classe. Donc, les enjeux, on le voit, sont de l'ordre de la formation des maîtres. Puis, on est aussi à une époque où, évidemment, l'omniprésence de connexion ou de notre connectivité, on pourrait dire, fait en sorte que la connaissance est accessible à une vitesse beaucoup plus grande. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un travail à faire? Parce que qui dit
plus d'accès à des sources, à des connaissances, méritent aussi d'avoir un bon bagage critique, d'avoir une bonne capacité. Est-ce que là aussi, le travail et des maîtres et aussi des élèves ne doit pas être encore plus renforcé dans cette idée de faire la part des choses? Effectivement, on peut avoir l'impression que les nouveaux médias, Internet, Google, pour ne pas le nommer, donnent l'impression qu'une culture, un bagage n'est plus nécessaire. Je dirais simplement que, sans exagérer, qu'il est en fait tout aussi nécessaire qu'auparavant, dans la mesure où il est le seul à offrir le discernement et également le recadrage contextuel, qui fait que sinon que les informations sont parcellaires, fragmentaires, presque devenues anecdotiques. Seule une culture livresque et académique permet à l'honnête citoyen de jouer pleinement son rôle. Si je comprends bien, il nous reste encore un tout petit peu de travail devant nous. Vous, merci d'avoir été avec nous encore une fois pour cet autre épisode de Vivons le Québec. C'est un rendez-vous. On se retrouve pour d'autres enjeux, d'autres grandes questions de ce qui nous intéresse et ce qui agite notre société. Québec, c'est nous, gens d'ici, gens de cœur. Pays unique du nord de l'Amérique. Grand peuple uni sous le fleur de l'Isée. Nation qui fleurit et aspire au bonheur. Sous l'arc-en-ciel de l'amour, nous chantons liberté. Au fil des jours, nous gardons en mémoire notre histoire. Nous allons à la rencontre de nos ressemblances. Accueillons nos différences, respectons nos croyances. Notre fierté, notre victoire, c'est de parler français et de vivre ensemble.